Tous dans cette deuxième partie de votre émission spéciale sur Totally Africa. Nous parlons à présent d'Alain Foka, le journaliste est sous le feu des critiques depuis quelque temps. Au Togo, le journaliste franco-camerounais récemment installé dans le pays est accusé notamment d'avoir participé à la récente réforme constitutionnelle prolongeant le pouvoir de Faure Gnassingbé. Depuis, son panafricanisme est remis en question et la conférence du groupe Mansa, dont il est le président, prévue pour rassembler 10 000 participants, dont des chefs d'État, penseurs, artistes, analystes, etc., autour de l'avenir du continent, a été reportée après appel au boycott. Je rappelle une fois de plus que je suis sur ce plateau avec Monsieur Horus Donkovi, il est analyste, et également avec Monsieur Gabin Adjaro. Au Togo, je viens de le dire, Monsieur Horus, plusieurs étrangers viennent quand même faire des affaires. Certains prospèrent, d'autres pas. Mais pourquoi une fixation sur Alain Foka et ses activités au Togo? Parce qu'il n'y a pas une fixation. C'est, mettons que c'est c'est un personnage public, comme on dit, c'est quelqu'un de connu. Et il s'est investi dans quelque chose qui concerne les populations, à savoir le panafricanisme. En tout cas, savoir des ateliers de réflexion qui vont porter sur une reconstruction qui s'appuie sur l'idée maîtresse du panafricanisme. Et donc, les gens, vu le tapage médiatique qui a été fait, les gens se posent des questions. Les gens observent, les gens écoutent. Et en fonction de ce qui est dit, en fonction de ce qui est développé, les gens émettent des avis. Maintenant, le seul souci avec M. Foka, c'est que, mettons que lorsque vous prétendez vous inscrire dans un type de mouvement qui, à la base, est une projection d'une Afrique unie, la première des choses, c'est de vous enquérir du ressenti des populations quant à leur propre gouvernance sur le territoire. Et c'est là où se situent les frictions. Parce que les gens posent la question de savoir, mais si vous nous parlez d'épanouissement à travers le panafricanisme, êtes-vous bien conscient que au niveau local, il y a un souci quant à l'épanouissement? S'il y a épanouissement, les gens ne contestent pas, les gens ne sont pas dans la rue, les gens ne réagissent pas sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Épanouissement en quel sens? Épanouissement de population, épanouissement, comment dirais-je, en termes financiers, en termes infrastructurels, en termes économiques, ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce que des populations peuvent rêver pour se sentir exister et développer. Donc, lorsque vous arrivez sur un territoire et que vous prenez cette idéologie-là, surtout quand on connaît les pères, ceux qui l'ont initié, que ce soit ceux de la diaspora ou ceux du continent, et quand on connaît leur relation forte quant à leur population, vous prenez quelqu'un comme Olympio, c'est quelqu'un qui avait une relation forte avec sa population. Vous prenez quelqu'un comme Nkrumah, quelqu'un comme Lumumba, ce sont des personnes qui ont des relations fortes avec leur population. Thomas Sankara, quelqu'un qui a des relations fortes avec sa population. Par conséquent, il va de soi que vous vous inscrivez, en tout cas si c'est le flambeau que vous prétendez brandir, il va de soi que vous vous inscriviez dedans. Et donc, la première des démarches, c'est d'exprimer un ressenti par rapport à ce que cette population exprime. Et c'est ça qui est reproché. Monsieur Gabin, pourquoi, selon vous, le journaliste est critiqué? Vous savez, aujourd'hui, il a critiqué tout simplement parce qu'il a fait croire aux gens ce qu'il n'était pas véritablement. Moi, je n'ai jamais été emballé par ces histoires de panafricanisme et tout. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui l'avaient adulé hier qui se retournent contre lui parce que ne connaissant pas véritablement l'histoire d'Alain Foka, ne sachant pas véritablement qui il est. Moi, je me dis, le vrai panafricanisme, ça commence depuis la maison. Hein. Les pères du panafricanisme, les Sylvanus Olympio et autres, là, c'était de véritables nationalistes.
Et c'était ce nationalisme-là qui avait été porté sur le plan africain. Et Alain Foka, bon, c'est quelqu'un, moi, depuis ces histoires avec les pays de l'AES, je me suis dit, ben, ce monsieur-là, aujourd'hui, il se dit panafricaniste et tout, mais il a toujours conservé sa nationalité française. Donc, moi, quelqu'un qui n'était pas fier de sa nationalité, je me dis, bon, comment pourrait-il se prévaloir d'un certain panafricanisme? Encore, bon, je me dis, c'est pas un problème, il peut être français, mais on peut s'inspirer quand même de lui s'il apporte de bonnes idées, de bons idéaux. Maintenant, après, les Togolais ont commencé par véritablement s'intéresser à lui après les manifestations du sujet. Avant, il y avait une petite pression et tout, parce que les gens lui reprochaient le fait qu'il ne s'intéressait pas véritablement aux problèmes du Togo, du fait de son amitié avec l'actuel président du Conseil. Et parce que, bon, dans certaines vidéos, bien sûr certaines photos, il apparaît très proche du président du Conseil, et surtout au fait que, bon, après, quand il a fait sa sortie par rapport aux constitutions qui seraient les mieux adaptées à notre continent, le lendemain, justement, on a assisté à ce changement de constitution togolaise, ce qui fait que les gens se sont dit, ben, c'est lui qui est le cerveau derrière ce changement de constitution-là. Et après, la sortie qu'il a fait pour se dédouaner du fait qu'il ne soit pas ni de près ni de loin mêlé à ce changement de constitution, il a lié les manifestations du 6 juin aux attaques terroristes au nord. Et ça a encore beaucoup plus vexé les Togolais. Les Togolais se sont dit, ben, qui es-tu pour nous parler de cette manière? On t'a hébergé chez nous, si tu es chez nous, tu es véhiculé, tu es ci, tu es ça. Encore que ce n'est pas mauvais. Tout homme d'affaires peut demander de l'escorte, peut acheter une maison à la caisse s'il a véritablement les moyens. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ça a amené les Togolais à s'intéresser beaucoup plus à la vie de M. Alain Foka, à ce qu'il était, à ce qu'il a fait et à ce qu'il continue de faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se disent, ben, comment se fait-il que toi, tu te dis panafricain? On est en train de dénoncer des choses par rapport au mieux vivre. Tu ne t'y intéresses pas. Mieux encore, tu viens nous accuser. Donc, c'est là que la pression a commencé. Vous savez que je viens tout à l'heure de parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner sans faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il bloque les commentaires sur sa page Facebook et tout, mais tu peux imaginer que les gens sont allés jusqu'à dénicher son numéro de téléphone et les Togolais l'ont harcelé par ce numéro-là, l'appelant à tout moment. Les gens ont envoyé des messages au président Laurent Gbagbo comme quoi il ne devait pas venir à cette conférence de Mansa Lomé. Ils ont envoyé des messages aux illustres invités et tout. Et ça a muté pratiquement toute l'Afrique. Les gens se sont dit, ben, il y a quelque chose qui se passe au Togo. Et aujourd'hui, pratiquement sur toutes les plateformes, dans les lives, ce ne sont pas que les Togolais qui font des lives aujourd'hui sur cette histoire d'Alain Foka. Les Ivoiriens se sont mêlés, les Centrafricains, beaucoup d'autres pays, des Africains se sont mêlés de cette affaire-là. Et aujourd'hui, Alain Foka, il est dans les yeux du cyclone, tout simplement parce que il a eu à vendre quelque chose aux Africains. Et aujourd'hui, les gens ont fait des enquêtes sur lui par rapport à sa femme, à ses enfants, à ses entreprises qui sont en France et lui-même qui est franco-camerounais, qui ne dénonce jamais ce qui se passe au Cameroun et qui plus dit que non, il ne peut pas aller aujourd'hui au Cameroun parce que s'il veut s'implanter au Cameroun, on ne l'accepterait pas. Alors les gens se disent, ben, chez nous, c'est pas du n'importe quoi, tu ne peux pas venir t'implanter chez nous tout simplement parce que tu es ami avec un chef d'État ou bien avec un président du Conseil. C'est pourquoi les Togolais, ils ont commencé par l'harceler et il a jugé bon de reporter sa conférence sur le panafricanisme et même à l'étranger. Les Togolais l'harcèlent de partout. Partout où il passe, les gens l'accostent pour lui poser des questions et tout ça. Donc, son panafricanisme, l'idée qu'il a émise, les Togolais ont remis ça en cause.
Alors, Monsieur Horus, depuis 1967, il faut le rappeler, le Togo n'a pas connu d'alternance politique réelle. Le pays est régulièrement épinglé par les organisations de défense des droits de l'homme. Plusieurs Togolais sont en prison pour leurs opinions. On l'évoquait dans la première partie de cette émission. Certains journalistes sont contraints de s'exiler. Ce tableau ne contraste-t-il pas avec le projet d'éveil et de développement du groupement, ça? Mais c'est ce qui m'est reproché, c'est-à-dire c'est le fait de alors, c'est l'ambivalence, c'est-à-dire le fait de parler de la proximité avec une famille, le fait de repréciser que vous êtes fréquent sur le territoire, et le fait, étonnamment, bien que vous ayez la qualité de journaliste, de nier un certain passif du territoire sur lequel vous vous trouvez. Et ça offusque les gens. Ça a vexé les gens. Euh, mettons, les gens l'ont pris comme quelque chose d'insultant. Et je pense que la naïveté, ça a été de croire que la réaction togolaise allait se circonscrire au Togo, alors que non. La réaction est désormais africaine. Parce que les gens, ils vont laisser le bénéfice du doute. Et ils voient que petit à petit, vous vous dévoilez. Vous avez remarqué que lors des prétentions de M. Foucault, les personnalités qui ont, si vous voulez, réanimé le mouvement panafricain, disons, qui ont redoré sa flamme, sont restées très à l'écart de ce mouvement. On ne les y associe pas. Et donc, tout le monde attendait de voir où est-ce que tout cela va nous mener. Et malheureusement, au fur et à mesure des prises de position, comment dirais-je, des témoignages et ainsi de suite, et voilà que la personne se dévoile. Comment fait-on pour parler de panafricanisme, arriver sur un territoire et ignorer le passif douloureux des personnes qui vivent sur ce territoire? C'est terrible. Depuis 67 jusqu'à maintenant, pour un journaliste qui s'est échiné à faire les archives du territoire africain, et donc qui foncièrement est censé connaître, pour avoir fait d'ailleurs des capsules dessus, est censé connaître l'histoire du Togo. Mais c'est compliqué, ça, de dire aux gens, disons, de passer au travers de cette histoire douloureuse, surtout pour un pays qui, de façon récurrente, va connaître des violences, de façon récurrente, va connaître quand même un certain nombre de répressions. Et ce n'est caché de personne. Il y a des rapports internationaux dessus, il y a des livres dessus, il y a, comment dirais-je, des intervenants illustres qui ont parlé, et ainsi de suite. Et c'est d'autant plus amusant que, même au niveau du directoire, mais des personnes issues de ce serail-là ont dit, oui, nous avons hérité d'un pays avec un certain nombre de problèmes. Nous avons des problèmes dans toute la trame, que ce soit des têtes, des têtes aux pieds. Il y a tout un ensemble de soucis qui doivent être réglés, ainsi de suite. C'est étonnant que quelqu'un ne voie pas cela et se dise, OK, d'accord, moi j'organise ma conférence. Alors, je veux bien comprendre, c'est-à-dire la conférence, lorsqu'on l'organise au Togo, elle est organisée pour le peuple togolais, le peuple togolais est censé y participer, ou soit que c'est un îlot spécifique où on pensait recevoir 10 000 personnes, 10 000 invités. Mais également, on a également envie de savoir pourquoi le Togo et pas les pays de l'AES pour abriter Mansa. Parce que peut-être le Togo a des flexibilités que l'AES n'a pas. Je rappelle, l'AES, il s'agit de révolution populaire. Et donc, les gens, si vous voulez, ont octroyé à ceux qui gouvernent comment dirais-je, leur confiance. Ils leur ont octroyé leur confiance. Et par conséquent, vous affichez avec des personnalités qui ne couchent pas un certain nombre de cases,
c'est difficile. Parce que vos populations, si par exemple, je donne un exemple, vous organisez Mansa au Burkina, au Mali, au Niger, à un moment, vos populations vont vous demander, mais que faites-vous avec un monsieur Foucault, un monsieur Foucault à côté, notamment si vous voyez comme il se l'est fait. Alors, il faut que je précise bien les choses. Tout à l'heure, je parlais des États-Unis et de la Russie. Je dis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a reçu l'aide des États-Unis. Ça ne fait pas des États-Unis un pays communiste. Il faut faire attention. Il y a une convergence comment dirais-je, une convergence d'intérêts. Au Togo, on a le Togo et l'AES. Là où l'amalgame doit pas se situer, c'est que oui, le Togo, stratégiquement, diplomatiquement, a soutenu l'AES. Mais il faut faire attention. Cela ne sous-entend pas qu'il serait bon pour un des présidents de l'AES de faire, comment dirais-je, une photo de famille avec le président togolais. Cela ne sous-entend pas que si, par exemple, que le peuple burkinabé, par exemple, comprendrait si M. Ibrahim Traoré cheminait sur les voies de Ouaga avec le président togolais. Il faut faire très attention. Même chose pour le Mali, même chose, parce que les gens vont poser des questions, ils vont dire, mais attendez, nous, on fait une révolution populaire. Pour que vous vous affichiez avec telle personnalité, il faut que la personnalité puisse avoir des gages. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle puisse avoir des critères qui recoupent les nôtres. Et donc, par rapport à cela, oui, pour M. Foucault, la flexibilité du Togo, l'ambivalence du Togo convient nettement mieux à un territoire de l'AES qui est beaucoup plus radical, où les prises de position sont beaucoup plus tranchées et où la plupart des membres de leur directoire ne laisseraient pas passer un certain nombre comment dirais-je, de propagande ou d'avis. Alors, Monsieur Gabon, Alain Foucault assume sa proximité avec la famille Gnassingbé qui dirige le Togo depuis 1967 et se prononce rarement sur la situation au Togo. Comprenez-vous, les Togolais pensent à tort ou à raison qu'il est au service du régime en place? Mais encore que, bon, c'est vrai que c'est un Gnassingbé qui est en train de diriger, mais il n'y a pas que un Gnassingbé dans le gouvernement. C'est vrai, il y a beaucoup de postes de prise de décision et en tant que tel, M. Alain Foucault ne pouvait pas passer sous silence ce qui se passe. Ce qui fait mal beaucoup plus aux Togolais, c'est le fait de faire comme si il n'y a rien qui se passe dans le pays, alors que tu es censé être quand même le porte-voix du panafricanisme, donc dénoncer ce qui se passe de mal dans le pays. Et un panafricaniste, ça dénonce beaucoup plus les voix, ou bien ça porte beaucoup plus les voix populaires, c'est-à-dire la population qui est en train de dénoncer, qui réclame un certain nombre de choses. Mais lors de ses sorties, il a eu à même à le dire que bon, lui ne sait pas ce qui se passe dans le pays et que il peut y avoir d'autres moyens de revendication que ce que les Togolais sont en train de faire actuellement. Donc, c'est remettre en cause la dénonciation ou bien les mouvements que les Togolais sont en train de faire. Et ça ne répond pas véritablement au panafricanisme. On peut pas se comporter juste parce que bon, voilà, aujourd'hui je suis ami avec telle famille qui est au pouvoir et dire la chose contraire dans un autre pays parce que bon, tu n'es pas ami avec celui qui est au pouvoir, ou bien bon, tu te trouves beaucoup plus dans la population, tu portes la voix de la population. La meilleure façon, ou bien la meilleure chose qu'il faille faire, c'est quand même dénoncer ce qui ne va pas dans le pays et proposer des solutions. Mais il s'est mis en défenseur du régime en place, tout simplement parce que bon, il se dit ami avec le président du conseil. Et encore que, bon, ce n'est pas avec toute la famille Gnassingbé quand même, c'est avec le président du conseil qu'il est ami. Et là encore, je ne suis pas sûr que ce qui se passe au niveau du ministère de l'administration territoriale et tout, c'est Gnassingbé qui est en train de gérer. Au moins, ce que la population est en train de dénoncer, ce que la population est en train de réclamer, il faut faire un point là-dessus. Il est très doué en langage diplomatique. Il peut essayer quand même de parler au nom de la population et proposer des solutions pour que bon, cette situation-là puisse être réglée. Mais feindre ce qui est en train de se passer et faire passer la population comme une population terroriste en liant les manifestations populaires
à des attaques terroristes au nord, en disant même que ce sont des mains noires qui sont derrière quand même ces manifestations-là, comprenez que les populations ne peuvent pas comprendre. Et les jeunes aujourd'hui sont friands d'informations, ils savent ce qui se passe. Si Alain Foka sort aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont au courant directement. Et dès sa sortie en même temps, moi j'étais même pas au courant, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu des captures et autres là. Vous voyez un peu, donc ça montre à suffisant que les jeunes aujourd'hui, ils attendent les gens au tournant, ils voient tout ce qui se passe, ils savent très bien que parce que tu as des acquaintances avec celui-ci, tu ne peux pas dénoncer ce qu'il est en train de faire, parce que les gens se disent, bon, le régime togolais, il a encore des relents France-africaine, du coup, Alain Foka, s'il n'a pas la capacité de dénoncer ce qui se passe au Togo ou bien le mal-vivre des Togolais, ça veut dire que lui-même, il ne s'est pas encore désolidarisé de son habit france-africain. Il est toujours france-africain, il n'est pas encore panafricain. Donc, les Togolais, le Togolais, c'est un peuple qui, ils voient, ils font semblant comme s'ils ne voient rien, mais ils peuvent se relever contre toi et là, tu ne pourras rien faire. Alain Foka ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas de toutes ces pressions-là jusqu'à son numéro soit affiché comme ça sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent l'interpeller. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. À un moment donné, il y a un responsable du PPAC, le parti de Laurent Gbagbo, qui m'a contacté, m'a demandé qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre pays. Bon, j'ai eu à lui faire un petit briefing. Il dit, OK, bon, c'est un ami à moi, mais après, Blaise Lassim, il m'a écrit que bon, son ami vient de lui faire signe, qu'il y a tel soutien en train de se passer dans notre pays. Je lui ai essayé de faire une brief sans pour autant les inciter à prendre position. Donc, à un moment donné, c'est Alain Foka qui lui-même s'est vendu aux Togolais, je dirais même très moins cher, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, à chaque moment quand tu vas sur les réseaux sociaux, comment on écrit même son nom, moi, ça me fait pitié, à son endroit, parce que c'est quelqu'un que nous, on a connu quand on était encore très jeune, on l'écoutait, sa rhétorique et tout, sa voix, ça portait véritablement, mais se retrouver dans une telle situation tout simplement parce qu'il y a une question d'amitié avec un régime en place, ça pose véritablement problème et j'espère que bon, il va faire une nouvelle sortie pour pouvoir rectifier le tir. Merci beaucoup, Monsieur Gabin. Monsieur Horus, dans un récent communiqué, Monsa traite de voix marginale les Togolais qui appelaient au boycott, notamment au boycott de son événement du 26 au 28 juin de la conférence. Alors, votre réaction sur le sujet? Alors, c'est paradoxal, non? Si vous traitez de marginal des voix et que vous annulez votre événement, c'est que... Il parle même d'internalisation. Pardon? Il parle même d'internalisation. Non, c'est l'internalisation de quoi? C'est-à-dire, en fait, parfois, il faut... La vérité, c'est que si vous avez effectivement des puissances qui sont contre vous, vous vous retrouvez dans des cabales telles que l'ont subi Monsieur Kenny, Seba et Damien. C'est ça, on appelle la radicalisation. Quand on vous met des mandats d'arrêt, on vous fait persona non grata, vous vous retrouvez, comment dirais-je, attaqué par toutes les cellules diplomatiques et ainsi de suite. C'est ça. Vous n'avez pas un tapis rouge. Vous n'êtes pas dans le 2 février, vous expliquez le monde et ainsi de suite, comme si de rien n'était. C'est ça. Internalisation, je ne sais pas, comment dirais-je, la propension à pouvoir être soutenu par, si vous voulez, c'est ça le truc. Le monsieur Foka a fait l'erreur de sous-estimer les personnes qui ont réagi. Et il les a sous-estimées parce qu'il n'a pas, à mon sens, eu la curiosité de chercher l'information. Les personnes qui vous contestent, elles sont qui? Les personnes qui revendiquent, elles sont qui? Elles sont qui? Elles sont quoi? Elles représentent quoi? Le peuple dans lequel je prétends à chaque fois venir au niveau de ce peuple, il est comment? Quelle est sa vision? Quelle est sa projection? Qu'est-ce qu'il a traversé? Et même les personnes qui vous côtoient, les personnes qu'il a côtoyées
à mon sens, au Togo, n'ont pas eu la franchise de nous exprimer ce qu'étaient réellement les personnes qui sont dans le pays où ils se trouvent. Si on lui avait, comment dirais-je, fait part des réalités du terrain, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne se serait pas aventuré. Quand il parle de... si les gens lui en voulaient de façon internationale, à la hauteur de ce que l'on a pu voir pour des personnes qui ne sont même pas... quand on prend les cas de M. Sonko, on prend le cas d'un certain nombre de personnes et tout ça, mais il y a longtemps qu'il ne peut pas se déplacer comme il le fait, ou bien il n'a pas il n'aurait pas les soutiens qu'il a, ou ainsi de suite et tout. Il y a longtemps. Et les personnes qui ont été, même quand je prends, alors j'ai parlé de M. Kémy Séba, de Mme Nathalie, mais je vais trop loin. Je parle, on a un professeur ici qui est émérite, M. Kakon Boko. Mais il n'y a pas much. Il n'y a pas match. Lui, il peut dire, lui, à l'extérieur, on a essayé. Lui, il peut se lever, il peut le dire. Et on le voit, on le sent, ne serait-ce que dans ses interventions, dans ses prises de position. Il n'y a personne qui va remettre ça en cause. Il faut faire attention, c'est pas parce que la plupart des Togolais ont la propension au silence qu'ils n'ont pas l'analyse critique. Et on a dans ce pays des personnes qui se sont levées, ont exprimé, ont dit un certain nombre de choses et qui effectivement ont, si vous voulez, un certain groupuscule à l'international, ainsi de suite, qui leur empêchent de s'exprimer, de pouvoir faire profiter de l'Afrique de leurs compétences. Ça, oui. Monsieur Foucault, pour moi, n'est pas dans le cadre. Si vous êtes dans le cadre, vous ne faites pas tous les 5 étoiles du continent. Absolument pas. Les 5 étoiles du continent, ils ne sont pas des gens du continent. Les 5 étoiles du continent, la crise sociopolitique en cours au Togo ne semblait pas, parce que faut le dire, ne semblait pas perturber Mansa qui planifiait d'ailleurs une conférence internationale dans le pays, au Togo. Il a fallu un appel au boycott de l'événement pour que les organisateurs ne décident de le reporter. Alors, un bon panafricain, Alain Foucault ne devrait-il pas être plutôt du côté des peuples qu'il défend d'habitude? C'est la règle. Mais c'est la règle. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce panafricanisme qui serait coupé des masses. Ça n'a aucun sens. Alors, actuellement, il y a un vaste débat, je trouve d'ailleurs que c'est intéressant, c'est que les gens essayent de semer, si vous voulez, une sorte de zizanie en employant des termes viciés, en parlant de panafricanisme de droite ou de gauche. À l'époque, on avait fait cela avec nos aînés parce que on les avait opposés entre fédéralistes et, si vous voulez, ceux qui souhaitaient un État central. On avait le groupe de Mongolia et le groupe de Casablanca. Actuellement, on a des gens qui vont vicier le débat en faisant un genre de révisionnisme et en mettant de nouvelles personnalités qui en réalité n'avaient rien à voir dans la pratique, dans le comportement et dans la gestion de leurs États avec le panafricanisme. Et on commence à avoir des termes comme panafricanisme de gauche, panafricanisme de droite. Non, fondamentalement, le courant panafricain est unique maintenant. Justement, ça m'amène à poser cette question, est-ce que le panafricanisme, c'est seulement contre l'Occident? Non, le panafricanisme n'est pas une question d'être contre quelqu'un. Le panafricanisme est foncièrement occupé à l'épanouissement de des populations africaines et afro-descendantes. C'est ça le panafricanisme. Donc, du moment où vous pouvez être russe, chinois, européen, latino-américain, du moment où vous attaquez aux intérêts des Africains et des afro-descendants, les gens s'opposent à vous. Vous pouvez être chinois, russe et ainsi de suite. Là n'est pas le problème. Dans le cas d'espèce, au niveau de nos États, vu qu'ils ont un passé colonial violent, et post-colonial violent, les gens s'opposent à l'Europe. Donc, vous avez des gens qui s'opposent à la France, des gens qui s'opposent au Canada, des gens qui s'opposent à l'Angleterre, des gens qui s'opposent à ainsi de suite. Et donc, mettons que
n'est pas, il ne suffit pas de se lever et de dire non, abat la France pour dire non, je suis panafricain. Ou bien il ne suffit pas de dire oui, bon, la France a voulu me déstabiliser, donc non, la France a voulu te déstabiliser, pourquoi? Si la France a voulu te déstabiliser parce que, ok, d'accord, tu as un diktat sur ton pays et que tu n'as pas donné la dernière taxe qui devait préserver, bon, ben, forcément, tu pas, voilà. Mais si, par exemple, ta lutte était légitime, qu'elle portait sur le peuple, sur le développement des populations, sur l'autonomisation, sur leur possession de la monnaie, sur l'indépendance de leur territoire, et ainsi de suite et tout ça, mais oui, ça, c'est du panafricanisme. Donc, on a vu effectivement des personnes qui ont eu une gestion chaotique de leurs États, présumées. On a vu d'ailleurs, il y a un exemple, c'est celui de M. Déby. À un moment, présumé, ah oui, bon, la France a voulu. Les gens disent, ah ouais, mais non, pas du tout. A-t-il géré son pays de façon panafricaine? Si, là se situe la question. Les gens regardent actuellement Ibrahim Traoré. Ils étaient réservés, ils voyaient qu'il a une dynamique, une prise de position, une projection à l'investissement qui font que les gens disent ah, bravo, c'est panafricain. Voilà. Et donc, le jour où il y a le monsieur de l'Africom, l'officier de l'Africom, qui essayait de toucher un de ses cheveux, mais il n'y a personne qui est parti téléphoner à des gens dans les îles, dans la diaspora, pour dire, OK, tu sais, bon, prends 2 camions, prends 300 personnes là, et puis vous allez soutenir Ibrahim Piquet. Où est-ce qu'il trouve là? Pas les sous. Les gens spontanément se sont retrouvés dans un comportement fédérateur qui a une propension à améliorer la vie des masses. Comment dirais-je, on a retrouvé les idéaux des pères du panafricanisme et les gens se sont jetés. Ils ont dit, mais non, vous ne touchez pas à ce temps-là. Pour le cas, par exemple, des États-Unis, on est parti jusqu'à l'intervention de Louis Farrakhan. Louis Farrakhan, c'est The Nation of Islam. C'est l'ancien mouvement de Malcolm X. Et c'est connu aux États-Unis que Louis Farrakhan ne s'exprime pas sur rien. Donc, si lui, à un moment, il se lève et puis il dit, non, Ibrahim Traoré, il a raison. Mais je suis persuadé qu'Ibrahim sera auprès de notre victoire. Donc, la question, c'est la démarche. Est-ce que votre démarche est une démarche qui permet l'épanouissement, l'indépendance, la projection des masses populaires? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de, comment dirais-je, de se lever et d'une opposition systématique à l'Occident, ainsi de suite et tout ça, sans faire le travail qui est celui de l'épanouissement des masses. Donc, par conséquent, lorsque vous arrivez en Afrique, vous arrivez au Togo, vous descendez dans un pays, et que la masse n'est pas épanouie, mais il n'y a pas de logique à ce que vous dites, ok, d'accord, bon, vous, la masse qui n'est pas épanouie, là, vous êtes des manipulés, de quoi vous mettez-vous quelque part, et puis nous, on fait notre petite conférence UP entre personnes ayant les moyens. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Horus. Monsieur Gabin, pourquoi Monsieur Alain Foka ne réclame pas plus de justice sociale ou bien n'est pas en fait aux côtés du peuple togolais qui réclame cette justice sociale? Bon, au fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à être d'un côté ou de l'autre, mais c'est le fait de vendre quelque chose pour avoir notre comportement, c'est ça qui frise un peu. Si Alain Foka, il était toujours dans cette pensée-là de ne pas promouvoir le panafricanisme et puis de lancer ses activités comme cela se doit, ben, il n'y a personne qui va s'en prendre en lui, mais c'est sa façon de faire, c'est le fait de dire que non, moi je suis panafricain, je suis en train de défendre le panafricanisme et voilà, il y a une question panafricaine qui se pose et là, il n'arrive pas à se prononcer là-dessus. C'est ça qui pose problème. C'est ça que les gens sont en train de dire, mais toi, tu es un faux. Tu es un faux, tu nous as vendu quelque chose et puis là, voilà une situation qui se pose, tu es en train de traiter ceux-là qui sont en train de revendiquer les voix populaires comme des voix marginales. Alors là, on se dit, ben, comment cela se fait quand on sait très bien que c'est quelqu'un qui vient de la France où, même si
2 ou 3 personnes sont en train de manifester, c'est un événement. Ça va jusqu'au Parlement, on défend la position de ces gens-là qui sont en train de manifester. Comment se fait-il qu'ici, il y a des manifestations, il y a eu plusieurs arrestations et même des cas de torture ont été soulevés et lui, il passe tout ça sous silence et bon, traite ceux-là qui ont manifesté, ceux-là qui ont été maltraités, qui ont été torturés comme des marginaux. C'est ça, c'est là où même sa caution morale, ça a posé problème auprès de la population. Les gens se disent, celui-là, il n'a rien à faire au Togo si sa position est telle, si tant est que bon, il est venu pour nous faire beaucoup plus de mal ou bien pour soutenir le camp d'en face, ceux-là, bon, auprès de qui on est en train de réclamer quelque chose, parce que là, quand la population est sortie, c'est par rapport à un certain nombre de choses. Les gens réclament de meilleures conditions de vie, les frais d'augmentation de l'électricité. Et ça encore, je le dis, c'est pas supprimé, hein, c'est juste le prélèvement à la source dès le premier chargement qui a été supprimé, encore que c'est juste 2000 ménages qui bénéficient de cela. Plus de 6000 ménages sont encore là et ne bénéficient pas parce que utilisant le compteur mécanique. Donc, les 12,5% sont toujours là. Les gens réclament ça. La vie est de plus en plus chère. Le panier de la ménagère, c'est complètement vide. Les gens sont en train de réclamer cela et les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir. Moi, je dirais plutôt que en tant que dirigeant ou bien en tant que quelqu'un dont la voix porte, ils devaient se réjouir du fait que les jeunes s'inquiètent de leur avenir parce que si parmi les manifestants, on trouve des médecins, on trouve des hommes d'affaires, on trouve des étudiants, c'est l'élite. On va se dire que ce sont des jeunes qui sont assez conscients, qui prennent en compte leur avenir, qui se disent que bon, il y a un danger à l'horizon, donc on se lève aujourd'hui pour pouvoir réclamer mieux. Donc si on passe tout ça sous silence et dire que non, ce sont des marginaux, ce sont des manipulés, ce sont des gens qui ne valent absolument rien et tout, ça pose vraiment problème et on se demande si véritablement, bon, la personne, elle est d'une certaine crédibilité parce que aujourd'hui, tu peux croire que le panafricanisme de M. Alain Foka, c'est beaucoup plus dirigé vers une certaine classe, c'est-à-dire des gens qui ont déjà mangé, qui ont un certain niveau de vie, quand il a la propension ou bien cette capacité-là d'inviter des anciens chefs d'État, des hommes d'affaires, des anciens présidents du Conseil de l'Union africaine et tout, et que la population qu'il est censé défendre il les traite de marginal. Bon, on se pose la question de savoir si M. Alain Foka, véritablement, il est panafricain ou bien c'est juste un homme d'affaires. Parce que moi, là, je le vois juste comme un homme d'affaires par rapport à ce qu'il est en train de défendre. J'aurais voulu qu'il se mette beaucoup plus dans cette peau-là. Je veux dire que bon, moi, je suis un homme d'affaires, je lance mon message, je fais des débats publics, je peux débattre du panafricanisme comme du france-africanisme, si je peux le dire ainsi. Et là, bon, il est tranquille. Mais si tu te dis que tu es panafricain, mais tu n'es pas même de défendre les couches les plus défavorisées, ça pose problème. Parlant d'hommes d'affaires, Monsieur Horus, l'activiste Nathalie Yamba a récemment validé votre analyse de la posture d'Alain Foka dans votre récente interview. Alors, elle estime que le journaliste n'est pas un panafricain. L'incident du Togo n'est-il pas en train, d'une manière ou d'une autre, d'affecter les fondements du projet du groupe Mansa, selon vous? Oui, c'est sûr que. Alors, bon, le fait que Mme Biorb ait intervenu sur mon interview, il y a quelque chose qui m'a touché parce que, vu la personnalité et vu ce qu'elle a pu subir elle-même en termes de répression, de calomnie, de persécution, pour avoir pris justement et défendu les prises de position qui sont les siennes, je suis touché. Par exemple, ça, oui, quand M. Foka dit que les attaques qui lui sont tombées dessus sont téléguidées, s'il y a des gens qui peuvent parler d'attaques téléguidées, c'est Mme Talleyrand, M. Kémissé, qui ont très largement eu des attaques téléguidées, mais très très largement. Et on sait comment c'est dans la plupart des
des cas, on connaît un peu à travers le peu d'informations qu'on a eues, les extrêmes où ça a pu aller parfois. Maintenant, effectivement, cette dame a des informations, elle a de la ressource, elle a une culture et une accessibilité à des personnalités auxquelles moi je n'ai pas accès. Et si elle estime que ce monsieur, effectivement, n'est pas panafricain, elle sait pourquoi elle le dit. Alors, est-ce que ça n'affecte pas les fondements du projet? Moi, ça. Alors, oui, bien sûr que ça affecte les fondements du projet parce que la personnalité la plus illustre de Mansa, c'est M. Foucault. Les autres sont peu connus, sont méconnus, et la principale personnalité, c'est M. Foucault. Et le souci, c'est que le Togo, les gens observent et les gens décortiquent. Ça n'existe plus le petit État africain qui va rester sur lui-même et dont personne ne se préoccupe de l'actualité. Actuellement, tout ce qui s'est passé au Togo par rapport à l'institution Mansa et M. Foucault est suivi de partout. Comme Gabin le disait, maintenant vous avez des interventions, c'est des personnes de Côte d'Ivoire, des personnes du Cameroun, des personnes du Congo, ainsi de suite. Et donc, se délie et tout le monde décortique à travers l'exemple du Togo. Et donc, le Togo, si vous voulez, par rapport à la communication qui a été faite par rapport à la commission de ce groupe, c'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur, ne serait-ce que dans le choix des termes, dans le positionnement, dans l'affirmation de certaines choses, c'était une grosse erreur. On a présumé, et je le dis il y a quelques jours, on a présumé de la flexibilité et de, comment dirais-je, du calme très connu des populations togolaises. Et c'était une erreur. C'était une erreur de penser que dans ce pays, il n'existe pas des voix critiques ou que, du moins, que les voix critiques sont des voix qui ne seraient pas attendues par les populations. Et c'est très tendancieux d'oser prétendre qu'un certain nombre de personnalités qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont des gens très peu avertis qui seraient manipulés. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un minimum d'informations que vous devez vous efforcer de prendre. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais si les personnes que M. Foucault approche au Togo lui ont dit que, bon, d'accord, bon, vous avez dit ça, c'est comme ça, ainsi de suite, il faut faire attention. Et c'est d'autant plus choquant que M. Foucault réaffirme et appuie en disant: j'ai l'habitude de venir au Togo. Si vous avez l'habitude de venir au Togo, c'est un basique à savoir, c'est parce que vous venez au Togo. Donc, que dire? En réalité, Mansa ne peut se prendre à personne. Mansa ne peut s'en prendre à personne. Mansa ne peut pas s'en prendre aux Togolais, Mansa ne peut pas s'en prendre aux critiques qui l'ont attaqué, Mansa ne peut pas s'en prendre à ses détracteurs, parce que Mansa est victime de son propre positionnement. Merci, Monsieur Russe. Monsieur Gabon, cette tension ne révèle-t-elle pas une fois de plus comment les divisions entravent les élans d'unité sur le continent? Non, vous savez, les populations aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus instruits, y compris les jeunes aujourd'hui. Ils font beaucoup plus de recherches et ils veulent savoir réellement ce qui se passe avec cette histoire de panafricanisme, surtout par rapport à la gestion de leur pays. Les jeunes aujourd'hui, un gars qui vient d'avoir tout fraîchement son bac, tu lui demandes de citer les chefs d'État qui sont des panafricains, il va te les citer au bout des doigts parce que, bon, il les voit à travers les actes. Le panafricanisme, c'est beaucoup plus les actes. Alain Foucault, bon, c'est juste parce qu'il a eu à travailler sur une chaîne internationale, sa voix porte, il a des couloirs dans la présidence et tout, il a approché des personnalités et il a un carnet d'adresse bien fourni. C'est pourquoi les gens lui accordent autant d'importance. Sinon, Alain Foucault ne représente pas
l'essence du panafricanisme. Le panafricanisme a été amené par les pères fondateurs, ceux-là qui ont eu l'indépendance et tout. On vient de citer les Sylvanus et autres là. Donc aujourd'hui, si Alain Foka, c'est juste une idée qu'il a repris, moi, je dis qu'il a essayé d'en faire son fonds de commerce, mais aujourd'hui, il a été découvert par la population qui se dit que, bon, par rapport à tes prises de position, tu n'es pas véritablement un panafricain. Et même ceux-là qui défendent le panafricanisme, Nathalie Diambo, pratiquement, on connaît son histoire, tout ce qu'il a eu à subir de la part du régime de Biya et autres là, on le sait. Kémy Séba, il continue toujours de subir quand même les affres des régimes. Et même du côté de l'Europe, il subit. Donc, on connaît véritablement l'histoire de ces personnes-là, contrairement à un Alain Foka qui peut aller à l'Élysée, qui peut aller en Angleterre, qui peut aller au Canada. La dernière fois, il était au Canada, qui peut parcourir pratiquement tout le monde sans qu'on on lui oppose quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Alain Foka, bon, il a essayé d'épouser l'idéologie panafricaniste, mais le panafricanisme, c'est la défense des intérêts africains. Et là, et surtout des couches les plus défavorisées. Défendre les intérêts africains, faire en sorte que, bon, c'est les ressources ou bien les richesses africaines soient distribuées entre les fils et filles de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on voit que, bon, sa position, c'est beaucoup plus défendre ceux-là qui sont au pouvoir, et il a cette tendance-là à se rapprocher beaucoup plus ou bien à se faire ami de ceux qui sont au pouvoir, même si ceux-là sont en train de brimer le droit des populations, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour prendre position par rapport aux questions de défense des droits de l'homme, aux brimades qui sont faites aux populations, il a la langue de bois, il n'y arrive pas, et il a tendance à défendre sa chapelle, à savoir, bon, ce qui s'est en train de passer, ce sont des manipulés, ce sont juste quelques jeunes, ce sont des marginaux. Même le ton qu'il utilise, c'est à croire qu'il est en train de traiter ces jeunes-là de badauds, des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien compris par rapport à la gestion d'un pays. Donc, c'est lui-même, il s'est fait prendre juste comme ça, parce que bon, du haut de son statut de journaliste travaillant ou bien démissionnaire de RFI, et il prenait toujours les Africains de haut, parce que bon, c'est ce qu'il va dire, les gens vont prendre ça comme parole d'évangile, alors qu'aujourd'hui, les gens sont en train de traiter sur son dossier depuis fort longtemps, ce qui fait que il suffit juste qu'il fasse une sortie. Voilà, les gens font des directs pour le décortiquer de haut en bas. Et on lui sort même des vidéos qu'il a eu à faire il y a quelques temps. Et on voit qu'il avait dit une chose et aujourd'hui, il dit son contraire. Donc, à quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Monsieur Horus, comment est-ce que le groupe Mensa pourrait-il aujourd'hui renouer ses liens avec le public togolais? C'est compliqué, hein. Ça, j'ai déjà posé cette question. Le Togolais retient beaucoup, hein. C'est pas quelqu'un qui oublie tout. Tout va dépendre des actions futures. Tout va dépendre des actions futures et du mea culpa. Parce qu'après, nous sommes africains. Et je pense que on va renouer avec l'humilité de pouvoir s'excuser de l'erreur. Je ne vois pas en quoi c'est humiliant. Il faut qu'on puisse retrouver. Quand on fait une erreur, on s'excuse, hein. Il n'y a rien de compliqué. Le Togo, c'est l'Afrique. Et le Togo a toujours été accueillant et prompt à écouter les divergences critiques. Par contre, ce que ce pays n'aime pas, c'est qu'on puisse minimiser sa pertinence critique. L'erreur a été de penser que sur ce territoire, il n'y en avait pas. En tout cas, d'avoir une démarche qui prête à nous laisser penser. Alors que c'est totalement le contraire. C'est une population qui, de façon récurrente, c'est toujours évertué à se battre pour ses droits, pour sa liberté d'expression, pour sa liberté de mouvement, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça, de façon récurrente, il y a des crises. Et c'est quelque chose, quelle que soit la nationalité qui s'installe au Togo, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Lorsque vous rencontrez un Togolais, il ne faut pas présumer de son silence, de son calme.
de sa plus ou moins grande flexibilité pour penser qu'il accepte tout et qu'il est perméable à tout. Je pense que ce qui a beaucoup vexé, c'est de ne pas prendre en compte la révolte des gens et la frustration des gens, l'énervement des gens. Ça a été de ne même pas faire attention à une répression qui n'aurait pas dû être. C'est-à-dire, vous voyez la démarche de Mansa et de M. Foucault. À aucun moment on a l'impression que l'on se préoccupe de la manifestation et des services qui ont suivi. Ce sont des choses, le Togolais, il est choqué. Parce que, fondamentalement, vous dites que vous allez faire une conférence le concernant. Vous le faites chez vous et ça le concerne. La preuve en est que la première conférence que vous avez faite, ce sont les mêmes populations qui ont rempli votre salle. Il y avait des étudiants, il y avait des professeurs, il y avait des enseignants, des journalistes, et ainsi de suite. Alors, si vous souhaitez revenir et que demain vous les voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ces personnes s'expriment, vous regardez à la va-vite votre écran et que maintenant vous installez, vous dites non, ce sont des manipulés. Ah, c'est compliqué. Ils ne vont pas l'accepter. Parce que, je répète, dans ce pays, on a des personnes illustres qui, bien qu'ayant un langage moins radical, bien avant même que ces crises ne se posent, ont spécifié les problèmes qu'avait le Togo. Elles l'ont spécifié. Et elles l'ont spécifié de façon récurrente. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais on ne peut pas contester à une classe de Togolais d'avoir spécifié les problèmes du pays et ce à quoi le pays est confronté. La preuve est que peut-être que si on les avait écoutés, on ne serait pas dans les crises majeures aujourd'hui. Et parmi ces personnes-là, il y a des journalistes, il y a des artistes, il y a des professeurs d'université, il y a des ministres, il y a des, comment dirais-je, des personnes de profession libérale, il y a des commerçants, et ainsi de suite. Et tout ce monde a spécifié à un moment donné, oui, voilà, il y a tel problème, il y a tel problème. Dernièrement, on a eu la conférence des évêques. Ils sont manipulés. Ils se sont fait une sortie. On parle des évêques sur tout l'ensemble du territoire. Sont-ils manipulés? C'est voilà la question. Donc, il y a une humilité. Il y a une humilité qui est toute africaine à avoir lorsque ton hôte te reçoit chez lui. Et les autres, c'est pas le PC. C'est là l'erreur qui est fondamentale. Celui qui reçoit, c'est pas le président du conseil. Celui qui reçoit sur la terre togolaise, c'est les Togolais. C'est les Togolais, les autres. C'est eux qui reçoivent les invités. Lorsque vous allez organiser votre, comment dirais-je, votre conférence, ceux qui vont être autour, c'est pas le PC. Ce sont les Togolais. Mais ça va partir du chauffeur à la dame qui vous fait le ménage, en passant par le jardinier qui fait celui qui vous fait la cuisine, les participants et leurs familles, et ceux qui vont suivre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est les Togolais, c'est pas le président du conseil qui viendra. Qu'importe, la question n'est pas au lien, au relationnel que vous avez, mais absolument pas. Votre relationnel, à aucun moment n'empêche de voir de façon critique ce qui se passe sur le territoire. Si vous pouvez le dénoncer, les gens vous féliciteront. Si vous ne pouvez pas le dénoncer, la meilleure solution, c'est de garder silence. Les présumés de ces personnes et dire oh, ce sont des manipulés. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Horis. Monsieur Gaba, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le groupe Mansa pourrait rebondir et retisser ce lien-là avec le public togolais? Bon, tout va dépendre d'Alain Foucault. Est-ce qu'il aura l'humilité de pouvoir présenter des excuses au peuple togolais? Tout va partir de là. Si réellement il arrive à présenter ses excuses et surtout à changer de ton par rapport à la lutte que les Togolais sont en train de mener ou bien manifestation réclamant de meilleures conditions de vie, alors là, il y aura
bon, certains qui vont encore lui accorder sa confiance, mais aujourd'hui, il faut se dire que le peuple, hein, le peuple parfois n'écoute que le premier. C'est ce qu'on le dit, tout le monde c'est là, quoi. Donc, ce qu'il a eu à faire et par rapport à son ton arrogant, c'est ce qui est un peu beaucoup plus frustré les Togolais. S'il aura quand même l'humilité de pouvoir revenir demander pardon, présenter ses excuses au peuple togolais, changer de ton, surtout prendre position par rapport aux réclamations de la population, je pense que ça va lui faire de bien. Parce qu'aujourd'hui, puisque lui-même il le dit, il vient tout le temps au Togo. Aujourd'hui, sa résidence première, c'est au Togo. Même si sa famille est en France, sa résidence, c'est au Togo aujourd'hui. Donc, il doit se considérer comme faisant partie de la population togolaise. Et en tant que tel, il doit aussi défendre et réclamer de meilleures conditions de vie, même si, bon, lui, il a les moyens. Au moins, ce que les autres sont en train de réclamer, si aujourd'hui le prix du tomate baisse sur le marché, lui aussi il va en profiter parce qu'il mange du tomate. Donc, à un moment donné, il faut savoir que ceux qui, entre griffes, ils traitent de marginaux, ce sont des gens qui ont un cerveau, qui réfléchissent et qui demandent de meilleures conditions de vie. Donc, ça va être très difficile de pouvoir renouer avec le peuple togolais, vu le ton qu'a employé M. Alain Foucault dès le début de cette histoire par rapport à son interview post-manifestation du 6 juin passé. Je doute fort qu'il revienne présenter des excuses. Et là, son visage sera versé par terre, comme le disent les Ivoiriens. Sinon, les Togolais, ils ont mis ça en tête. Pour eux, les gens le disent encore sur les réseaux sociaux, que sa conférence n'aura jamais lieu, que ce qu'il a écrit comme reporté à une date ultérieure, qu'il appelle en même temps à la suppression de cette histoire de Mansa. Alors, ça lui porte un gros coup. Et pas qu'au Togo, même à l'international, parce que tu as eu à envoyer des invitations à des personnalités de haut rang. Aujourd'hui, tu reportes ça, il y a des raisons, parce que ces personnalités-là, ils ont toute une équipe autour d'eux. Même si toi, tu leur évoques des raisons fallacieuses, eux, ils vont creuser pour savoir réellement ce qui se passe pour qu'un certain Alain Foucault annule une telle conférence. Donc, ces gens-là, à un moment donné, vont se dire que, bon, Alain, ce qu'il nous a vendu, il n'est pas aussi propre que ça. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale consacrée à l'actualité, bien sûr, au Togo. Monsieur Horus, un mot de fin. Alors, le mot de fin, ça serait pour les jours à venir, par rapport à la situation un peu tendue qu'il y a au pays. Ce serait que tout puisse se passer pacifiquement et dans le calme. Pour moi, les gens ont le droit de manifester. Et pour moi, le Togo a largement fait preuve de la capacité à pouvoir organiser et structurer des marches pacifiques. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce qui est des marches pacifiques. Si quelque chose ne va pas, il faut laisser le soin aux personnes de contester, de réclamer et de dire ce qu'elles attendent. Si le deuxième point, ce serait de laisser les médias locaux couvrir ces événements parce que vous ne pourrez pas les mesurer. Si vous les empêchez de couvrir les événements, il y a d'autres qui viendront couvrir pour eux. Vous n'allez pas interdire toutes les chaînes télé, on a 350 chaînes, 400 chaînes sur les médias, vous n'allez pas fermer les 400 médias, c'est pas possible, les réseaux sociaux. Donc, à un moment, il vaut mieux laisser aux gens. Il y a eu des manifestations au Nigeria. Je pense que c'était contre les violences policières. Les gens, ils ont manifesté. Après, ils ont manifesté. Puis, on a noté leur contestation, comment on doit réviser, ainsi de suite, et tout ça, et c'est avancé. Il y avait des artistes dedans, ainsi de suite. Il y a une exception. Récemment également contre la crise, l'inflation dans le pays, toujours au Nigeria. Donc, c'est un processus légitime dans un pays d'avoir des personnes qui, à un moment, disent « mais ça, je ne suis pas d'accord ». Après, oui, il y a d'autres qui diront « je suis d'accord ». Ceux qui sont d'accord, ils diront qu'ils sont d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, il faut leur laisser la liberté de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et encadrer, c'est-à-dire, il faut… je vais terminer avec ce point-là, parce que ce n'est pas plaisant pour nous d'avoir, lorsque l'on sort de notre pays,
une image qu'on nous montre de celle de nos autorités qui sont répressives, de nos forces de l'ordre qui n'ont pas de déontologie, alors qu'on sait tous que la déontologie, quand elles veulent l'avoir, nos forces de l'ordre, elles les ont. C'est-à-dire que lorsque nos autres veulent être professionnels, ils savent l'être. Ouais. Mais vous êtes formés, vous êtes des intellectuels, vous avez un autre bagage. Organiser les manifestations de façon à ce que les gens puissent, avec sécurité, manifester, s'exprimer. Ils finiront leur manifestation, ils rentreront chez eux. Il n'y a strictement rien d'exceptionnel. Et c'est Merci. possible de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Horus. Monsieur Gabin? Oui, dans le même sens que M. Horus, hein, par rapport à ces manifestations du 26, 27 et 28, j'aimerais rappeler aux autorités d'agir beaucoup plus en leader. Il faut avoir ce leadership-là de pouvoir s'adresser à la population, parce que aujourd'hui, si les gens sont frustrés, c'est beaucoup plus par rapport à l'indifférence de nos autorités. Ça ne sert à rien de sortir d'un communiqué pour menacer les gens de ne pas manifester. Ils seront soumis à la rigueur de la loi. Ben, les gens savaient tout ça, ben, ils sont sortis. Donc aujourd'hui, il faut agir beaucoup plus par le leadership, s'adresser à la population, parce qu'ils connaissent les réclamations de la population, ils savent très bien ce qui est en train de se passer dans le pays. Donc, se taire, passer sous silence tout ce qui est en train de se passer, ça frustre beaucoup plus. C'est comme si, bon, tu es un parent, tu es à la maison, et puis tes enfants sont en train de pleurer, papa j'ai faim, et puis bon, toi, tu t'en fous, tu vas acheter ton Beaufort, et puis tu bois. Donc, à un moment donné, si ce enfant-là se lève et te lance une pierre, il faut pas lui en vouloir. C'est la frustration que tu as créée, c'est l'effet boomerang. Donc, aujourd'hui, quand on est dirigeant, il faut s'adresser à la population, il ne faut pas être sur un piédestal et regarder la population de haut. Il faut parler à cette population-là, à ces jeunes qui sont en train de s'intéresser à leur avenir, qui se disent que, vu la situation au pays actuellement, ça n'augure rien de bon pour eux demain. Et je le rappelle, quand on a l'élite qui se met dans la rue, bravant les forces de l'ordre, quitte à se faire arrêter, même à se faire bastonner, ça veut dire que c'est très grave et l'autorité doit réagir pour apaiser la situation et faire en sorte que la population se sente bien. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que j'étais sur ce plateau et pour discuter, échanger avec monsieur Horus. Donc oui, il est analyste politique. Merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Gavin Diarro, juriste, analyste. Merci beaucoup. Et ensemble, nous avons analysé les contours de la suspension des médias français au Togo, notamment France 24 et RFI également. Nous avons parlé, analysé les circonstances du report de la conférence du groupe Mensa. On se dit au revoir et à la prochaine.